Évidemment, je commence par remercier Patrick pour son invitation au Cercle Bastia. Et j'aimerais également avoir un mot de sympathie pour Paul Beaumartin, qui dirige les éditions Libre-Échange. C'est grâce à lui que qu'on a pu faire paraître ce livre culturellement incorrect, dont il va être un peu question ce soir. Et puis, je voulais rajouter un mot sur les éditions Libre-Échange. Ils ont toute une collection qui est bien faite, à tous les niveaux, le fond, la forme. Donc, vraiment, merci Paul. Et je vous encourage à aller consulter les ouvrages des éditions Libre-Échange. Alors évidemment, quand Patrick m'a proposé de faire une conférence sur la culture, j'ai accepté sans hésiter. Et je lui ai dit, ben, ce serait bien qu'on fasse une conférence, certes sur la culture, mais pourquoi pas en s'appuyant sur Bastia. Parce que Bastia a écrit un petit ouvrage qui s'appelle... Comment il s'appelle? Vous connaissez ce qu'on voit ou ce qu'on ne voit pas. Et dans ce petit ouvrage, il y a un petit chapitre qui est consacré à la culture. Et ce chapitre, il commence par une question toute simple. L'État doit-il subventionner les arts? Donc j'ai choisi de prendre ce titre. L'État doit-il subventionner les arts? Alors ça paraît évident, quand on est libéraux, on a peut-être envie de répondre de manière tout aussi évidente, non, l'État ne doit pas subventionner les arts, il n'y a aucune raison que l'État subventionne les arts. Alors, peut-être que c'est par, comment dirais-je, souci de vouloir un peu affirmer notre radicalité de libéraux, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est peut-être pour pouvoir montrer notre intransigeance vis-à-vis du, comment dirais-je, de l'étatisme. Et je suis allé m'amuser à regarder les commentaires qui ont été faits sur le site de Contrepoint, lorsque Patrick, on en a parlé tout à l'heure d'ailleurs. Patrick, il a fait paraître une petite publicité pour le débat ce soir, donc qui annonçait le débat, l'État doit-il subventionner les arts. Et j'ai regardé les commentaires des internautes, qui par ailleurs se cachent bien derrière leur pseudonyme, c'est bien pratique. Et les internautes, ils disent non, l'État ne doit pas subventionner les arts. Ils répondent non, non, la question ne se pose pas, ça n'a aucun intérêt, etc. Bon. Ou alors ils répondent de toute façon, l'impôt c'est une spoliation, c'est un prélèvement involontaire à caractère obligatoire et violent, donc c'est même pas la peine d'aller plus loin. Bon, alors pourquoi pas? Sauf que moi je dis quand on a dit ça, finalement on n'a rien dit. Et je me dis, est-ce que c'est pas finalement donner le bâton pour se faire battre? Est-ce que c'est pas donner du grain à moudre à nos adversaires qui vont se dire, mais de toute façon vous n'êtes que des vilains libéraux et tout ce qui vous intéresse c'est l'État minimal, etc., etc. Donc moi je me dis, ça vaut peut-être le coup d'aller un peu plus loin, de pousser un peu plus loin la réflexion, et on a tout intérêt à montrer qu'on maîtrise un sujet, plutôt que d'affirmer de manière un peu péremptoire, voire martiale, qu'il ne faut pas subventionner quelque chose. Par ailleurs, j'ai oublié de rajouter quelque chose, mais je sais plus ce que c'est. Oui, et donc je voulais dire que, en plus de ça, vous n'êtes pas sans savoir que le pays est dans une, comment dirais-je, une phase de recomposition politique, plus ou moins. C'est pas encore trop ce que ça va donner. Et donc on a tout intérêt, peut-être, nous libéraux, à participer à cette réflexion et voir si on peut aider, je ne sais pas, l'émergence d'un nouveau courant, ou je ne sais pas encore ce que ça va donner. Pour l'instant, on est bien mal barré de mon point de vue avec Vauquiez et compagnie. Bon, bref, à mon avis, on a de quoi faire pour essayer de nourrir le débat. Alors, pour continuer sur ce thème, l'État doit-il subventionner les arts? Je dois être tout à fait franc avec vous. Moi, j'ai cru, il y a quelques temps, après la publication de mon livre, que la question ne se posait plus, parce que de toute façon, il n'y avait plus d'argent. Il n'y avait plus aucun sou au ministère. J'ai la voix qui est en train de s'éteindre. Je dois avoir bientôt ça. Donc, puisqu'il n'y avait plus d'argent, je m'étais dit, enfin, on ne va plus entendre parler de culture. Et enfin, on va avoir la paix, et on n'entendra plus parler de tous ces discours cultureux, socialistes, gauchisants, interventionnistes, qui promeuvent l'égalité pour tous en matière culturelle, etc. Donc je m'étais dit, ça y est, on est tranquille, on va pouvoir souffler, le ministère ne pourra plus rien faire, il n'y a plus d'argent, on est peinard. Sauf que, on a eu l'élection d'un nouveau président en 2017, qui s'appelle Emmanuel Macron, qui a nommé une nouvelle ministre de la Culture, qui s'appelle Françoise Nyssen. Je ne sais pas si vous la connaissez. Françoise Nyssen, elle est... éditrice. Oui, voilà, éditrice. Connue pour être éditrice, elle a dirigé notamment les éditions Actes Sud. Alors je vous fais une petite anecdote d'ailleurs à ce sujet. Françoise Nyssen, moi j'ai eu l'occasion de la rencontrer il y a quelques années quand j'étais plus jeune. J'ai suivi une formation sur les métiers de la culture. Elle était venue nous parler en tant qu'intervenante. Elle nous expliquait comment se passait l'attribution des différents prix Goncourt. Alors nous, on était jeunes, on écoutait les yeux éberlués, on buvait ses paroles, et puis elle nous a appris qu'en fait,
ben, les grands éditeurs se mettaient d'accord. Puisqu'un prix Goncourt, ça rapporte beaucoup d'argent, qu'est-ce qui se passe? On fait des réunions, Albin Michel, Grasset, etc. Et puis on décide, cette année ce sera Albin Michel, l'année prochaine ce sera Grasset, etc. On fait un roulement. Voilà, donc Françoise Nissen nous a raconté ça, on devait être en 2004-2005. Et puis elle disait, et nous on n'est que des petits éditeurs indépendants, on aimerait bien aussi avoir le prix Goncourt, parce qu'on a des bons auteurs. Alors à l'époque, nous on buvait ces paroles, et puis, je ne sais pas si vous avez fait attention à l'actualité, en septembre dernier, un prix Goncourt a été attribué à un livre qui a été édité par l'édition Actes Sud. Comme par hasard, la nouvelle du ministre de la Culture a dirigé les éditions Actes Sud. Alors je ne dis pas qu'il y a une relation, je n'en sais rien, je ne suis pas des arcanes du pouvoir. En tout cas, toujours est-il que ce souvenir m'est revenu et je trouve ça assez croustillant. Bref, ça c'est une anecdote. Donc je disais, la nouvelle ministre, eh bien en fait, contre mon attente, eh bien en fait elle nous fait revivre cette verve, comment dirais-je, culturelle, interventionniste. Vous allez voir, elle est très investie notamment sur Twitter. Et alors là c'est la folie, on a des milliers de tweets. Vous pouvez aller voir son compte Twitter, c'est très rigolo. Et on a des pointes, des fois à 10 ou 15 tweets par jour, donc elle n'arrête plus. Alors, je ne sais pas si c'est elle ou si c'est son cabinet de communication, peu importe. Et donc, elle nous gratifie à nouveau de tout ce discours culturel que moi, je croyais voué aux oubliettes du fait du manque de moyens. Et alors, je vous ai choisi je vous ai fait une petite sélection de tweets de Madame la Ministre pour vous montrer ce que ça donne. Alors, si vous n'arrivez pas à lire, je vais vous le lire. Madame la Ministre de la Culture a tweeté le 18 juillet, je commence par celui du milieu, à 14h13. Écoutez bien. La politique culturelle est là pour inspirer, recréer du lien, redonner confiance à une société fracturée. Alors je ne sais pas ce que ça vous inspire. Moi je dis quel gros projet. Bon, alors c'est beau hein, quand même, on se dit là quand même, le pays va se redresser. 14h13. Le même jour, 14h18, donc 5 minutes après, nous avons toujours, Madame la Ministre, le rôle du ministère, écoutez bien, est de fixer le cap d'un projet de société. Projet civilisationnel. Waouh, alors là on se dit, on est bien parti. Mais c'est pas terminé. 14h18, on passe à 14h33. Alors moi j'imagine toujours la ministre qui est là, derrière son téléphone, qui se dit, ah, j'en ai une, je vais la prendre. Et à 14h33, elle nous fait, le ministre de la Culture sera la force d'impulsion d'un véritable projet de société. Alléluia. Voilà. Alors moi je pensais que c'était fini, mais elle nous en remet une couche. Donc c'est assez impressionnant. Et je me suis aperçu finalement que j'ai péché par excès de naïveté. C'est-à-dire qu'on ne s'affranchit pas comme ça d'une tradition étatiste internationaliste. Un pays qui a une si longue histoire, même qu'il n'a plus de sous, ben c'est pas grave, il continue à vouloir faire en sorte que l'État s'occupe de tout. Je vous en ai mis un dernier qui date du 27 novembre. Bon, ça c'est pour le fun. La responsabilité du ministère, 2 points, faire en sorte que chaque citoyen ait le choix, qu'il ait accès à la diversité des esthétiques musicales, au concert comme les écoles. C'est bon. C'est juste pour vous illustrer que madame tourne des trucs un peu sur tout, n'importe quand, et pour montrer dans quel état d'esprit, malheureusement, nous sommes retombés. Donc, décidément, qu'est-ce qu'on peut en conclure par rapport à notre question de base? L'État doit-il subventionner les arts? Apparemment oui. Et je dirais même, si on ose dire que l'État ne doit pas subventionner les arts, on va passer pour les vilains libéraux, bon, à défaut de passer pour un rabat-joie, puis on va être des méchants, peut-être même des fascistes, on ne sait pas. Donc, il faut faire attention. Si vous voulez, ce qu'il y a, c'est que c'est affirmé avec tellement de force et de conviction que c'est quand même difficile de démonter cet argumentaire. Et on va quand même essayer de s'y atteler, pour voir si on peut opposer des arguments valables. Alors, est-ce que l'État doit subventionner la culture? Ou est-ce que l'État doit subventionner les arts? Pour répondre à cette question, je vais d'abord faire 2 précisions. La première précision, c'est que moi, je vais changer un peu la formulation de la question de Bastia. Je vais dire, est-ce que la collectivité doit subventionner les arts, et non pas est-ce que l'État? Pourquoi? Parce que la culture et les arts sont subventionnés à tous les échelons administratifs possibles. Une ville a un budget pour la culture, un conseil départemental a un budget consacré à la culture, un conseil régional, et enfin l'État. Et n'oublions pas les dernières nées, comité de communes, comité d'agglomération, etc. Donc, la question qui se pose, c'est non pas est-ce que l'État, parce que si on dit est-ce que l'État, ça réduit au ministère de la Culture, c'est bien est-ce que la collectivité.
Deuxièmement, j'aimerais juste rappeler quelques chiffres rapides pour voir de quoi on parle. La dépense publique dans le secteur culturel. Je ne sais pas si vous avez une idée. Grosso modo, il faut compter 20 milliards d'euros qui sont consacrés en France à la culture, qui sont répartis de la manière suivante. 10 milliards d'euros sont dépensés par le ministère de la Culture. D'accord? Le ministère de la Culture emploie quand même 11 000 fonctionnaires. Et pour rappel, nous dépensons 10 milliards d'euros et notre déficit budgétaire est de 77 milliards d'euros. Donc c'est comme si, grosso modo, j'étais surendetté, mais que malgré tout, j'allais au théâtre, à l'opéra, c'est un peu la même chose. Et à cela, il faut rajouter le budget consacré par l'ensemble des collectivités territoriales, mairies, conseillers régionaux, etc., qui s'élève à 9 milliards d'euros, ce qui nous fait donc quand même un beau total de 20 milliards d'euros. C'est quand même pas négligeable. Alors, Bastia, donc, on va rentrer dans le vif du sujet, une fois qu'on a tous ces chiffres en tête, il dit, est-ce qu'on doit subventionner les arts? Et il commence par répondre, par dire, il y a du pour et du contre. Alors que peut-être on aurait pu se dire, mais Bastia, il va démonter tout ça. Non, il dit, attendez, il y a quand même du pour et du contre. Et il commence par répondre qu'il y a un argument en faveur de la subvention publique. Que dit-il, Bastia? C'est pour ça que j'aime bien Bastia, parce qu'il a une honnêteté intellectuelle qui est assez intéressante. Donc Bastia nous dit, en faveur du système de subvention, on peut dire que les arts élargissent, élèvent et poétisent l'âme d'une nation, qu'ils l'arrachent à des préoccupations matérielles, lui donnent le sentiment du beau, et réagissent ainsi favorablement sur ses manières, ses coutumes, etc. etc. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Bastia considère qu'il est un peu l'héritier de la tradition philosophique des Lumières, qui consistait à dire que, grâce à la culture, on va pouvoir s'élever au-dessus de nos pulsions primaires, etc. Et qu'on va pouvoir un peu élever les nations, et donc lutter contre la barbarie, pour un peu essayer d'atteindre un paradis, atteindre la concorde, l'harmonie, un paradis social. Alors moi j'ai envie d'être d'accord avec, et je dirais même que je suis d'accord avec. Effectivement, pour moi, la culture a une influence sur nos psychologies. Je pense que si je lis beaucoup, ou si je fais de la musique, si je fais de la peinture, il y a de fortes chances que j'ai plus de capacité à m'élever au-dessus des questions primaires, à prendre de la distance avec des situations pour pas de conflit. Et il y a plus de chances que je sois capable de vivre en harmonie avec mes congénères. Ceci dit, même si je crois, moi, en ce processus profondément, il y a quand même quelque chose qui chiffonne. C'est qu'en fait, on n'est pas capable de le démontrer. C'est-à-dire qu'on a investi des millions et des millions dans ce qu'on appelle les politiques de la ville, pour faire de la culture dans les quartiers, etc. On a quand même un niveau culturel global, grâce à l'école, qui est acceptable. Est-ce que la situation est pour autant acceptable au niveau des incivilités et des violences? Moi, j'en suis pas convaincu. Et je rappelle au passage qu'il y a un philosophe qui s'appelle George Steiner qui nous a dit que grosso modo, le projet des Lumières était un échec compte tenu des deux conflits mondiaux que nous avons vécus. Et il cite par exemple le cas de concerts qui se sont produits non loin de camps de concentration. On entendait les cris des déportés et il disait « Personne n'a aucun moment de se lever pour dire « Je ne joue pas dans ces conditions ». Ni les musiciens, ni le public. Donc effectivement, ça montre bien qu'on peut être très cultivé et que les pulsions primaires ne sont pas toujours là. En conséquence, je considère donc que financer la culture au nom de ce projet un peu, comment dirais-je, philosophique, en fait, ça ne tient pas la route. Donc même si je suis d'accord avec Bastia, on ne peut pas se fonder là-dessus pour dire qu'il faut absolument que l'État finance la culture. Ensuite, alors où j'en suis, hop là. Voilà. Une fois que Bastia il a dit ça, lui il passe directement aux différents arguments qui sont contre la subvention et le financement de la culture par l'État. Moi j'aimerais juste quand même en rajouter 3 arguments qui vont pour le financement de la culture de l'État. Ces 3 arguments sont les suivants. On l'a dit, la culture a un rôle pacifiant et humanisant. Mais on ne peut pas l'abandonner, la culture, aux lois d'un marché défaillant. Ça, Bastien n'en parle pas, c'est moi qui le rajoute. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que c'est un argument qui est trouvé par beaucoup de gens, que je trouve plutôt valable, qui disent, attention, si on abandonne la culture aux lois du marché, que va-t-il se passer? Eh bien les producteurs, c'est-à-dire tous les gens qui produisent de la culture, que ce soit aussi bien les artistes que les gens qui les financent,
ils vont avoir tendance à n'investir que dans des produits, sous-entendus, rentables, et à vouloir délaisser les productions que j'appelle un peu pointues. Je ne sais pas si vous me suivez. Et donc, on va avoir un risque de standardisation de l'offre, et donc de réduction de l'offre. Et comme la culture a un enjeu majeur, qui est de pacifier, humaniser, etc., ben ça, c'est pas bon. Donc, effectivement, dans ce cadre-là, moi, je dis, on peut se poser la question, et c'est pas aussi simple que ça, on ne peut pas se permettre de répondre non, il ne faut pas que l'État finance la culture. Et enfin, je rajoute un troisième argument que j'ai trouvé lui aussi intéressant et qui peut contribuer à légitimer l'intervention de l'État en matière culturelle. Cet argument, c'est le suivant. Il consiste à dire, en se basant sur les théories de la justice sociale, que la culture, c'est un bien auquel tout le monde devrait avoir le droit. Alors effectivement, partant de là, pourquoi certaines personnes y ont accès et d'autres personnes qui ont, on va dire, pour reprendre les mots de Pierre Bourdieu, un capital culturel moins élevé, ne peuvent pas accéder à ce capital. Du coup, dans ces conditions, effectivement, l'État devrait intervenir pour faire en sorte que tout le monde puisse avoir un égal accès à cette culture. Je vous le concède, c'est un argument évidemment égalitariste, voire même socialiste. Et enfin, ça pose question. Une fois qu'on a dit ça, on va maintenant passer aux arguments qui sont contre la subvention publique. Alors, je vais mettre évidemment de côté l'aspect spoliation, impôt égal, prélèvement volontaire, obligatoire, à caractère violent, etc. Ça ne m'intéresse pas. Et je vais tout de suite passer au premier argument qui est soulevé par Bastiat dans son texte. Et Bastiat, que fait-il? Il répond à un de ses détracteurs, qui l'interpelle à l'Assemblée, qui dit « Monsieur, si vous arrêtez de subventionner, où est-ce que vous allez vous arrêter? Vous allez arrêter de tout subventionner. » Et Bastiat, que fait-il? Il dit « Mais non, attendez, si vous voulez subventionner tout ce qui est bon et utile, où vous arrêterez-vous dans cette voie? Et ça ne vous pas entraîner logiquement à constituer une liste civile à l'agriculture, à l'industrie, au commerce, etc. » C'est-à-dire, j'adore moi ce raisonnement par l'absurde, qui dit mais finalement, si on commence par subventionner la culture, on peut aller jusqu'à l'infini, subventionner tous les registres de la vie privée, pourquoi pas la production de culture, je crois que c'est déjà le cas, je crois, avec, bon bref. Donc finalement cet argument il est fallacieux. Et effectivement, comment dirais-je, autoriser ou légitimer une subvention de la culture par l'État, c'est la porte ouverte à finalement la subvention de tout ce qu'on veut. Et finalement, qu'est-ce qui se passe quand on en est là? On aboutit au risque d'un régime totalitaire. Le deuxième argument, qui est proposé par Frédéric Bastiat dans son texte, en fait, prend la forme d'une question. Et il dit, est-il certain que les subventions favorisent les progrès de l'art? Et là, effectivement, moi j'ai plusieurs choses à dire. D'abord, effectivement, la subvention entraîne un conformisme. Tout à l'heure, j'ai parlé du risque de standardisation. Je vous dis, les producteurs, ils ne vont privilégier que les productions rentables, c'est-à-dire ceux qui rapportent de l'argent. Je dis n'importe quoi, la musique rap, les films qui vont bien à Hollywood et qui rapportent beaucoup d'argent, et ceux au détriment des productions plus pointues. Eh bien, quand l'État subventionne la culture, il se passe un phénomène symétriquement inverse. C'est-à-dire que nous allons avoir des artistes qui vont certes produire peut-être des productions plus pointues, mais qui vont répondre à des critères qui vont être définis par des fonctionnaires, par des comités de direction, des comités de pilotage, enfin bref, tous les gens qui signent et qui font des réunions pour savoir à qui on distribue l'argent public. Et donc, c'est un conformisme. Pourquoi? On devient conforme à des critères, à une norme définie par des fonctionnaires. Donc finalement, conformisme, c'est simplement une symétrie de standardisation, et ma foi, je trouve que c'est tout aussi problématique. La deuxième chose que j'aimerais rajouter, c'est que la subvention publique, quand l'État intervient et finance la culture, on pourrait être en droit de s'attendre à, comment dirais-je, au minimum, une augmentation des pratiques culturelles des Français. Or, nous avons un certain nombre de statistiques qui sont publiées par un département qui s'appelle le DEPS, Département des études et de la prospective, qui travaille au sein du ministère de la Culture, et qui réalise tout un tas de statistiques qui sont d'ailleurs très fournies. Le problème, c'est que ces statistiques, elles montrent que les gens, ils ne vont pas plus au cinéma qu'il y a 20 ans, ils ne vont pas plus au musée qu'il y a 20 ans, ils ne lisent pas plus, etc. En fait, si vous lisez le rapport, vous verrez
nous pouvons constater une remarquable stabilité des pratiques culturelles. Remarquable, oui, merci. C'est pas également des choses avec tout l'argent qui est investi. Moi, je dirais que c'est plutôt inquiétant. Donc, quand on investit 20 milliards d'euros par an dans la culture, on doit se dire, bon, quand même, peut-être qu'il y a plus de gens qui iront au musée. C'est la moindre des choses. Et donc, finalement, ça ne bouge pas dans le temps, mais il y a même pire que ça. C'est que quand on fait des analyses un peu plus poussées, notamment sur la composition des publics, on s'aperçoit que quoi? Les subventions aux événements et équipements culturels bénéficient à ceux qui en ont le moins besoin. C'est-à-dire à qui d'après vous? C'est à qui d'après vous? CSP+. Bon, CSP+, effectivement. Alors, l'objectif de base, c'était la mission du ministère de la Culture, rendre les œuvres culturelles accessibles au plus grand nombre, etc. Mais derrière tout ça, il y a toujours essayer de faire en sorte que les gens qui sont moins favorisés puissent accéder à la culture pour attraper leur retard et être à égal, comment dirais-je, à niveau égal des catégories plus favorisées. Mais, et je vais vous le montrer, avec des chiffres qui font un peu mal, enfin moi ça m'a surpris quand j'ai trouvé, c'est pas du tout le cas. J'ai trouvé une étude sur la composition des publics des festivals en France. C'est une étude qui porte sur une cinquantaine de festivals, vous allez me dire c'est pas énorme, mais c'est déjà une base de travail sérieuse, et on retrouve toujours les mêmes chiffres qui reviennent. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette étude? Premier chiffre, les festivals sont fréquentés par 58% de personnes qui sont des cadres. On trouve ensuite 22% de personnes qui ont des professions intermédiaires. Employés, artisans, commerçants, vous avez le détail. Et surtout, c'est là que moi ça m'intéresse, les ouvriers. Vous avez une idée du pourcentage d'ouvriers qui fréquentent les festivals? Si vous êtes fort en maths, vous auriez trouvé 0,7%. Donc moi, j'ai envie de dire, et c'est très bien, 20 milliards de dépensés par an, et encore, je ne fais qu'un calcul annuel, pour que finalement, 0,7% des gens qui composent le public des festivals soient des ouvriers. J'ai l'impression que malheureusement, on a un petit problème d'efficacité dans notre modèle. Et dans la télévision, Internet. Alors évidemment, je pourrais en parler beaucoup, mais je vais essayer plutôt de réfléchir sur le principe et non pas de détailler le fonctionnement des diverses institutions, sinon on en aurait pour des heures et des heures. Tout simplement, par contre, si vous voulez, je peux vous parler des fonds régionaux d'art contemporain. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette bizarrerie. Bon, alors dans chaque région, vous avez ce qu'on appelle un FRAC, Fonds régional d'art contemporain. Et figurez-vous, ces FRAC, leur mission, c'est évidemment toujours la même chose, de diffuser des œuvres auprès du grand nombre, etc., de permettre l'accès des gens aux œuvres, etc., mais aussi, écoutez bien, de constituer un capital d'œuvres actuelles. C'est-à-dire que l'État se dit, puisque, en général, les auteurs, les plasticiens ont du mal à se faire reconnaître de leur vivant, nous, on va être capable de déceler leur potentiel et d'acheter des œuvres de leur vivant pour contribuer à se forger leur nom. Et donc l'État, depuis la création de ces FRAC, a investi chaque année et a acheté des œuvres. Donc l'État est propriétaire d'un certain nombre d'œuvres d'art qui sont réparties dans toutes les FRAC. Et tenez-vous bien, l'État, c'est-à-dire nous sommes propriétaires de 34 000 œuvres d'art. Voilà. Donc on a 34 000 œuvres d'art qui sont réparties dans les FRAC et qui sont montrées au public. Le problème, c'est qu'on ne peut pas toujours tout montrer au public. Donc sur 34 000 œuvres d'art, il n'y en a que 5 000 qui sont exposées. Tout le reste, ça dort dans des caves. Voilà. Avec tous les risques qu'il y a de dégradation, etc. Alors, juste un petit chiffre aussi pour illustrer, comment dirais-je, la gabegie. Un FRAC, Fonds régional d'art contemporain, ça représente, bon, c'est la totalité des FRAC, ça représente 24 millions d'euros de budget annuel. Voilà. Mais, si on veut rapporter ça au nombre de visiteurs, les FRAC sont fréquentés par 1,6 million de visiteurs par an. 1,6 million de visiteurs, c'est, j'ai fait le calcul, 2,3% de la population. Donc, est-ce que ça vaut le coup qu'on investisse 24 millions d'euros pour que 2,3% de la population fréquente des lieux où sont exposées des œuvres d'art contemporaines à la qualité plutôt discutable? Vous en conviendrez? Ça pose quand même une question. Ensuite, je continue toujours dans la logique de Bastien. Bastien, il nous dit,
il y a un autre argument qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est sa fameuse logique du ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Beaucoup de gens disaient déjà à l'époque, monsieur, vous ne prenez pas en compte le fait que quand on subventionne la culture, quand on subventionne les arts, eh bien nous donnons du travail à un certain nombre de gens qui bossent dans les arts. Ils ne disaient pas boss à l'époque, ils disaient travailler. Par exemple, les costumiers, les tapissiers, les décorateurs, les artistes, etc. Et ils disaient, ces gens-là, donc c'est bon pour l'économie. D'un point de vue macroéconomique, on est bien, il faut faire ça. Bastiat lui dit, vous vous en doutez de ce qu'il dit, que nenni bien sûr. Il faut faire attention à ce qu'il y a, ce qu'on voit, pardon, et ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on voit effectivement, c'est bien l'argent que l'on donne à tous ces gens-là. Les tapissiers, les costumiers, etc. Aujourd'hui, on dirait, c'est l'argent qu'on donne à tous les opérateurs culturels qui font vivre et dynamiser les territoires. C'est comme ça qu'on dit aujourd'hui. Donc effectivement, quand on fait un festival, d'ailleurs je pose la question, petite parenthèse, moi je me pose toujours la question, quand on fait un festival finalement, c'est pourquoi? Est-ce que c'est pour faire venir les gens, favoriser l'accès à la culture, ou est-ce que c'est pour dynamiser un territoire? C'est pas la même chose. Auquel cas, on devient une agence de promotion ou une agence touristique. Donc moi je pense que les gens ne sont pas très clairs. Donc ils jouent un peu sur les deux tableaux. Moi je trouve que c'est pas clair. Donc ce qu'on voit, dit Sébastien, c'est l'argent qu'on donne. Ce qu'on ne voit pas, vous connaissez la logique, c'est que cet argent qu'on donne à quelqu'un, il est prêt à quelqu'un d'autre. Donc si on prend de l'argent à quelqu'un pour financer les costumiers et toute la compagnie, eh bien c'est de l'argent qui sera pris sur vos salaires et que vous ne pourrez pas utiliser à bon escient. Pourquoi pas pour acheter les propres livres que vous voulez lire ou pour assister aux propres spectacles que vous aurez choisi de regarder. Alors évidemment, ça me permet justement ça d'ajouter un autre argument qui est contre la subvention. Là, je vais peut-être m'attarder un petit peu plus. Cet argument, c'est ce que j'ai appelé moi le paternalisme. Ça veut dire quoi? Alors ça, Bastien n'en parle pas. Mais le paternalisme, ça veut dire que nous avons développé en France une caste de fonctionnaires. Bon, a priori, j'ai rien contre les fonctionnaires, surtout que ma femme est fonctionnaire. Bon, elle est prof de français aussi. Nous avons développé en France une classe de fonctionnaires, disais-je, notamment dans le milieu culturel, qui finalement se sont autoproclamés le droit de signer des chèques à des artistes ou à des associations culturelles sur la base de critères. C'est-à-dire que les subventions publiques à la culture sont attribuées par des gens qui finalement se sont auto-attribués une compétence supérieure à la nôtre en matière de jugement des œuvres. Et ça, moi, ça ne me va pas du tout. C'est-à-dire que, au nom de quoi un fonctionnaire, quand bien même il aurait fait des études d'art plastique, un peu poussé ou quoi que ce soit, au nom de quoi son jugement serait plus valable que le mien pour dire « Monsieur Untel, votre pièce de théâtre me plaît, je la subventionne. » Ou « Monsieur Untel, votre œuvre d'art contemporain représentant un clitoris géant me plaît, je la subventionne. » Donc, ça pose question. Ça, je dirais, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre. C'est une dérive bureaucratique, et quand je leur dis la bureaucratie est congénitale au socialisme, ils ne me comprennent pas. Je dis, l'un ne va pas sans l'autre. La bureaucratie est la fille du socialisme. Et vous voyez bien que les fonctionnaires sont encouragés à prendre le pouvoir, à prendre votre pouvoir de décision et à utiliser votre argent, bon ça évidemment, dans des conditions qui ne sont pas du tout acceptables. Je pourrais rajouter un certain nombre d'autres éléments, d'autres arguments qui vont contre, évidemment, la subvention publique aux arts et à la culture. Bastien n'en parle pas non plus, et pour cause, à l'époque, il n'avait pas eu l'occasion de mettre le pied dans toutes les usines à gaz qui se sont développées au cours du dernier siècle, et cet argument concerne les dérives bureaucratiques que j'ai pu, moi, malheureusement, expérimenter. J'ai eu l'occasion, il y a quelques années, de mettre un peu les pieds dans le milieu culturel. C'était pas franchement très joli, je l'ai quitté d'ailleurs. Et alors on voit des choses qui ne sont pas très rigolotes. C'est-à-dire que, comment ça se passe? Vous avez un certain nombre d'acteurs culturels, comme on dit, qui montent des associations parce qu'ils ont une marotte, ils veulent faire aboutir un projet, ils veulent monter une pièce de théâtre, ils veulent monter un café-concert, que sais-je, peu importe, monter un musée. Que font-ils? Le premier réflexe, évidemment, c'est de demander de la subvention, évidemment. Parce qu'on n'arrive pas à équilibrer les comptes, ou alors parce qu'on n'a pas assez d'imagination pour trouver des rentrées d'argent. Qu'est-ce qu'on fait? Logiquement, on va taper à la mairie, au conseil régional, au conseil départemental, on remplit des dossiers, etc. Mais ça ne suffit pas.
il y a une stratégie qui est très intéressante pour l'acteur culturel, c'est d'essayer d'être copain. On essaie d'avoir une relation de copinage avec un dirigeant. Donc, on essaie d'aller boire des apéros, on essaie de nouer une relation de sincérité ou d'amitié avec un président de conseil régional, avec un président de conseil départemental, et une fois qu'on a noué ce lien, on dit, tu sais qu'en ce moment, c'est un peu compliqué, je crois qu'on pourra avoir une subvention de 5 000 €. Et comme on est copains, et que le président du conseil régional il a envie de se faire élire, il dit, mais bien sûr, pas de problème, va voir monsieur Untel au service des subventions, et tu auras ta subvention. Donc ça, moi je l'ai vu. Je l'ai vu, et malheureusement, ça ne m'a pas plu. J'en suis parti. Alors il y a tout un tas d'autres pratiques aussi, qui sont un peu critiquables, un peu discutables. C'est par exemple ce qui consiste à faire ce qu'on appelle la provision, à provisionner, faire des provisions comptables. Vous savez qu'une association, quelle qu'elle soit, ne doit pas faire de bénéfice. Qu'est-ce qu'on fait quand on est une association culturelle et qu'on fait du bénéfice? Ça arrive des fois. Et en fait, on fait une provision pour l'an prochain, provision comptable. Du coup, on a nos comptes qui sont à l'équilibre. Et du coup, on peut avoir une subvention. Voilà, c'est pratique. Donc tout ça, moi, je l'ai vu. On le fait partout, du logiciel. Bon, alors... Bref. Donc ça fait quand même, ça commence à faire beaucoup d'arguments qui vont contre la subvention publique. Mais le problème, c'est que c'est facile à dire de notre point de vue libéral, mais si on n'emploie pas ce genre de raisonnement décomposé auprès de gens qui sont dans le milieu, je répète, ils vont nous taxer de libéraux. Donc on est obligé de prendre, pas des pincettes, mais de décomposer le raisonnement pour leur mettre, pour les mettre face à leurs absurdités et leur montrer l'incohérence et l'inefficacité du système. J'ajouterai par ailleurs que, puisque notre système, soi-disant, est si bon, eh ben, le meilleur moyen de vérifier si le système est bon, c'est tout simplement de le comparer avec d'autres systèmes. Et puis, vous savez bien qu'il y a un pays auquel on aime bien se comparer, ce sont les États-Unis. Alors ça tombe bien, il y a un journaliste, assez brillant d'ailleurs, qui s'appelle Frédéric Martel, qui intervient notamment sur France Culture, qui a écrit il y a quelques années un livre qui s'appelle « De la culture en Amérique ». Il est allé sur place, il est allé voir comment ça se passait. Il a regardé, étudié, il a fait un recensement dans son livre de tous les différents dispositifs, et il a bien montré que effectivement ça ne marchait pas pareil. Et que la culture en Amérique était beaucoup plus financée par les mécènes privés et les fondations qu'en France. Le problème, c'est qu'on pouvait se dire, mais donc, les Américains ils sont moins cultivés que nous. Que Nenny, il a fait des statistiques, il s'est aperçu que non, les Américains n'étaient pas moins cultivés que nous, contrairement à l'image que nous en avions, parce que nous, les Français, on aime bien penser qu'on est un peu les meilleurs et les plus intelligents du monde, et surtout, on aime bien croire que les Américains ne servent qu'à voter pour Donald Trump et à détenir des armes chez eux. Et là, en fait, il explique que les Américains, contrairement à nous, et bien dans leur lycée et dans leur collège, ils ont des chorales, des clubs de photographie, des orchestres, des clubs de théâtre, etc. En France, mon épouse, qui est professeure de français, me dit « on commence à s'y mettre, merci, on a quelques 40 années de retard, mais c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. » Et donc, le système français est absolument inefficace. Conclusion de tout ça, on a plusieurs arguments qui convergent effectivement vers la réponse d'origine qui était « non, il ne faut pas que l'État subventionne la culture ». Mais, comme je l'ai dit, ça ne suffit pas de dire ça. Et pourquoi c'est super de dire ça? Parce que sinon, on va se faire taxer de gens qui sont bornés. Et c'est ce que dit Bastiat quand il se fait interpeller. Il dit, par une déduction aussi fausse qu'injuste, sait-on de quoi on accuse les économistes? C'est, quand nous repoussons la subvention, de repousser la chose même qu'il s'agit de subventionner. Je m'arrête là. Autrement dit, beaucoup de gens pensent que parce que nous voulons mettre un terme à la subvention publique à la culture, nous sommes contre la culture et nous ne sommes qu'intéressés que par le marché ou que par l'argent. Évidemment, ce n'est pas le cas. Je dirais même au contraire. Et je l'ai prouvé tout à l'heure en disant que pour moi la culture revêtait une importance capitale. Au contraire, la culture est absolument essentielle. Sauf que nous réfléchissons sur le meilleur moyen de la diffuser. Or, la subvention, ce n'est pas le meilleur moyen de la diffuser. D'ailleurs, je vais donner un petit exemple qui est assez parlant, notamment actuellement, et qui concerne les séries télévisées. Nous avons en France un audiovisuel public qui vient d'ailleurs d'être
je crois, vilipendé par le président Macron ces derniers jours. Donc, même si je ne suis pas macroniste, ça fait toujours du bien, toujours agréable à entendre. Et nous avons aux États-Unis un système complètement privé, avec beaucoup de chaînes qui font leur programme et qui décident de leur programme. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit depuis une dizaine d'années, je ne sais pas si vous suivez un peu les séries américaines, on voit un déferlement absolument incroyable de séries américaines, très nombreuses, de grande qualité, qui traitent de tous les sujets et à la qualité et à la diversité indiscutable. Ce système-là, il fonctionne sur la base de la concurrence. C'est-à-dire que les chaînes, qu'est-ce qu'elles veulent faire? Elles veulent capter des spectateurs. Donc qu'est-ce qu'elles font? Elles donnent la carte blanche à leurs artistes en disant « Pondez-nous des séries qui cartonnent ». Les artistes, ils ont une liberté de création absolument incroyable. Ils font des séries absolument remarquables. Et en France, qu'est-ce qu'on a? On a l'audiovisuel public, France 2, France 3 et compagnie, qui commandent des séries, par exemple, je ne sais plus le nom du producteur, et qui nous commandent le fameux Plus belle la vie, c'est comme ça que ça s'appelle? Je ne sais pas si vous connaissez, moi j'ai jamais regardé. Donc on a en France un système qui repose sur l'audiovisuel public, avec une réussite remarquable, Plus belle la vie, et de l'autre côté, un système qui repose sur la concurrence, avec une production de qualité, diversifiée, et donc, je disais, beaucoup plus créative. J'ai pas fini la suite de la phrase. Bastien nous dit, donc, par déduction, s'il faut se méfier, etc., on nous accuse aussi d'être les ennemis de tous les genres d'activités, parce que nous voulons que cette activité, d'une part, soit libre, et de l'autre, cherche en elle-même leur propre récompense. Effectivement, ça, c'est un point que j'aimerais également développer. Je vais revenir ici. Oui, nous voulons que la culture soit plus libre et plus créative. Je dirais même que la créativité passe par plus de liberté, je viens de le dire. Et oui, nous voulons que les artistes, que les activités cherchent leur propre récompense. C'est ce que dit Bastien. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il y a une différence entre des opérateurs du secteur culturel qui se confrontent au public, sauf qu'en fait ils ne se confrontent pas vraiment. Ils disent, regardez, nous on a des choses à proposer, mais en fait on va passer par un intermédiaire qui va nous financer pour vous proposer un spectacle, ou pour vous proposer des œuvres. Où est la confrontation avec le public? Finalement il n'y en a aucune. Or, il me semble que l'essence d'un artiste, c'est quoi? C'est de produire quelque chose et d'aller à la rencontre de son public et d'interagir avec lui. Si le public, entre guillemets, consomme, je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, ce terme, c'est un terme économique, je m'en excuse. Si le public consomme, ça veut dire que l'œuvre est bonne, l'artiste est encouragé à continuer. Dans le cas inverse, si malheureusement le public ne consomme pas, ça veut dire que l'œuvre ne lui plaît pas. Donc, l'artiste, qu'est-ce qu'il va faire? Soit il arrête, soit il se remet en question. Le problème avec le système subventionné, c'est que l'artiste n'est pas amené à se remettre en question, puisque l'argent finalement tombe, peu importe sa qualité, je dirais même à l'inverse, peu importe son degré de médiocrité. Et alors, on en arrive à une situation assez absurde. Moi, je ne sais pas comment ils font les artistes, mais on a quand même une classe d'artistes qui sont finalement fonctionnalisés en France. Et alors moi, je me suis toujours demandé comment un artiste fait pour travailler dans ces conditions et arriver à travailler en répondant à des commandes avec des critères précis. Monsieur, dans votre œuvre, il faudra qu'il y ait ça pour répondre à ça, ou alors votre projet culturel devra apporter plus de mixité sociale, ou je ne sais pas, bon bref, vous pourrez inventer tout un tas de formulations. Moi, il me semble qu'un artiste doit être absolument libéré pour pouvoir produire des choses intéressantes, et surtout pour pouvoir présenter sa vision du monde. Donc, par conséquent, effectivement, l'État, a priori, n'a aucune légitimité pour intervenir dans le domaine culturel. Alors, je posais la question tout à l'heure à Patrick, qui a été maire d'une commune. Je lui demandais, toi, quand tu as été maire, comment tu faisais? Parce que donc, tu avais a priori cette forme de décision. Est-ce que tu pouvais décider d'arrêter la subvention aux associations culturelles? Il m'a dit que c'était quand même un peu plus compliqué, grosso modo. Pour faire vite, si je comprends bien ce que tu me dis, en somme, c'est que quand bien même tu voudrais le faire, si tu le faisais, tu aurais vu une levée de bouclier dans la rue, et qu'en fait, on ne peut pas. Donc j'ai l'impression que, finalement, malheureusement, le système est bloqué. Alors, quand on a dit ça, finalement, on n'a pas tellement avancé. La question qui se pose en suivant, c'est
qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant que libéraux? Voilà. Eh bien, la question, elle est simple. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous fréquentent les établissements culturels publics subventionnés. Vous avez le droit, hein. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, l'idée en tant que libéraux, d'une part, c'est d'avoir bien en tête ce type de raisonnement pour aider les gens à évoluer sur le sujet, mais surtout, c'est d'encourager la production artistique libre. C'est ça, nous, notre mission en tant que libéraux. Et je dirais, moi, je suis plus intéressé par un artiste qui se produit dans le métro, auquel je peux donner une pièce pour l'encourager, ou lorsqu'il ne plaît pas, je ne donne pas de pièce, que par un artiste qui se produit dans un théâtre et qui finalement n'est pas financé directement par moi, même si je paye une petite partie du billet. Donc voilà ce que je veux vous dire, nous, en tant que libéraux, et il y a des moyens qui existent maintenant sur Internet, notamment avec les plateformes de financement participatif. On peut aider les projets culturels. Je pense que l'avenir il passe par là, et ça va être le moyen progressivement de faire bouger les lignes, en espérant qu'un jour, les gouvernements prendront conscience que les finances publiques ne sont pas assez saines, et que donc les budgets consacrés à la culture seront enfin réduits pour pouvoir dégager des marges de manœuvre. Par ailleurs, ce qui paraîtrait la plus simple logique. Et j'ai envie de rajouter une dernière chose, c'est que tout à l'heure je vous ai dit, il y a des producteurs qui ne prennent pas de risques, parce qu'ils veulent de la rentabilité. Nous avons ici l'exemple d'un producteur qui a pris des risques, c'est M. Beaumartin. Il publie des auteurs libéraux, il a publié notamment mon livre, et heureusement qu'il y a des gens comme ça. Donc finalement, l'argument de dire les producteurs ne prennent pas de risques, c'est pas vrai, parce que ça existe. Et moi, en tant qu'auteur, à aucun moment je suis allé dire mais attendez, ce serait bien qu'on ait une subvention, parce que si jamais mon livre il ne marche pas, ben il faut quand même que mon livre il existe pour que les gens puissent avoir un accès. C'est pas possible. Donc vous voyez bien que le producteur qui prend des risques, ça existe. Et j'espère que ça sera amené à à se multiplier et à prendre le relais de l'État dans l'intervention culturelle. Enfin, je ne sais pas si j'ai les timings, si on est bien. Parfait. Je vous remercie.